Avant de vous lire l'ouvrage Voyage en kaléidoscope d'Irène Hillel Erlanger, je voulais vous faire une petite présentation et situer l'ouvrage historiquement. Donc Serge Hutin, sur la 4e couverture de son ouvrage Gouvernement invisible et société secrète, disait la chose suivante. Ainsi, entre les deux guerres, une jeune femme fit innocemment des révélations dans son ouvrage Voyage en kaléidoscope. Elle mourut mystérieusement le soir même du cocktail de lancement, tandis que, dès le lendemain, des personnages anonymes achetaient tous les exemplaires imprimés du livre chez l'éditeur. Quant à ceux qui avaient été distribués à la presse, ils disparurent et aucune critique ne parut. Mieux vaut ne pas déranger l'action occulte de nos maîtres inconnus. Ce petit passage avait éveillé ma curiosité, évidemment. Alors je me suis renseigné sur l'ouvrage. Donc Irène Hillel Erlanger, 1878-1922, était descendante d'une famille antique de rois et de rabbins. Elle tenait un salon fréquenté par des jeunes surréalistes et des écrivains et artistes comme Larbeau, St. John Pierce ou Van Dongen, qui a d'ailleurs fait la première couverture de l'ouvrage. Une présentation d'époque de l'ouvrage, que j'ai trouvé sur le site archerjulienchampagne.com, nous dit: sous le couvert d'une fiction surréaliste, l'auteur dévoile les plus hauts secrets de l'hermétisme transcendant, mais ne les déchiffre pas qui veut. Toujours sur ce même site, il est précisé: sitôt paru en 1919 chez Georges Cress, les voyages en kaléidoscope disparurent de la circulation ainsi que toute l'édition commerciale de l'ouvrage. Seuls quelques exemplaires dédicacés peuvent de loin en loin passer des bibliothèques particulières chez quelques bouquinistes. Cet ouvrage Voyage en kaléidoscope a été réédité dans les années 70, suite au fait qu'un écrivain connu de l'époque avait trouvé par hasard chez un bouquiniste des quais à Paris, avait trouvé cet ouvrage par hasard, peut-être Eugène Cancelier d'ailleurs, ce qui avait permis de le rééditer. Et il a été réédité à nouveau en 96 chez Alia. Et même cette édition-là est très difficile à trouver quand elle n'est pas hors de prix. Donc il est toujours difficile de se le procurer. Donc passons à la lecture. Frontispice, où l'auteur voudrait jeter un jour sur ses intentions et sur les images qui vont suivre. Ceci n'est pas un roman, moins encore une étude de caractère. Simplement nous avons essayé, avec ferveur, de saisir et de fixer quelques signes. Nos personnages devraient représenter Joël Joz, humanité supérieure, si peu, alternativement, voyante et aveugle. Grâce naturellement. Vera, volupté, parfaite forme du plaisir féroce. Si contrastée en apparence, Grâce et Vera, essentiellement, sont proches parentes. Mieux, la même personne sous deux aspects. Vera dispose de la réalité, Grâce de la vérité. Qu'elles s'accroissent l'une ou l'autre, c'est au détriment l'une de l'autre et au péril du genre humain. Double émanation de l'inconnaissable, comme le temps et l'éternité, la nécessité divine et la liberté humaine. Cela, sans doute, nous le comprendrons un peu mieux dans un autre plan. Quant à Gilly, il est, à notre sens, le sel de la terre. Exactement, le loyal serviteur. Chapitre 1. Les journaux du mercredi matin, 8 mai 1900 et quelques, reproduisirent presque tous, avec en tête gros caractères, l'article suivant. Mystificateur ou dément? Singulier incident au cours d'une soirée scientifique, disparition de l'inventeur Joël Joz. Hier soir, dans son magnifique hôtel de l'avenue Montaigne, la comtesse Vera, notre sublime danseuse millionnaire, la très belle et très illustre artiste mondaine que l'Europe et les deux Amériques idolâtrent, donnait une réception dont la splendeur charmante était destinée à mettre en lumière une invention nouvelle. Depuis quelque temps, l'attention du public et de la presse avait été sollicitée par M. Joël Joz, homme singulier, génial, prétendaient certains enthousiastes, inventeur très moderne d'un instrument d'optique auquel il a prêté le nom de kaléidoscope. Disons tout de suite que les belles images de M. Joz ne présentent pas d'analogie avec l'ancien kaléidoscope qui fait depuis plusieurs générations la joie des enfants. Ce vénérable tube de carton verni recèle, on s'en souvient, une minuscule rosace mobile en brin de verre multicolore.
L'invention de M. Joël Joz est fâcheusement plus compliquée. Le créateur du nouveau kaléidoscope, homme d'une trentaine d'années, noir, nerveux, busqué, rasé, physionomie tourmentée, expressive et originale, fut longtemps adonné à l'étude des sciences occultes. Il paraissait pourtant jouir de la plénitude de ses facultés intellectuelles. Et même depuis 1 an, il avait renoncé à la recherche décevante de l'au-delà pour se consacrer pratiquement à sa mise au point kaléidoscopique. Il s'agit en l'espèce d'une sorte de cinématographe, soi-disant susceptible de restituer à chacun, par ses moyens propres, une vision neuve de l'univers. M. Joël Joz part de ce principe ultra contestable, et qui fera hausser nombre d'épaules pondérées, que l'univers, tel que nos yeux croient l'apercevoir, diffère totalement de sa forme vraie. Nous ne voyons et ne pouvons voir que ce qui est en nous-mêmes. Dès lors, il doit suffire, d'après l'ingénieux inventeur, de capter dans les prunelles de chaque être vivant les images de toutes choses visibles, de les condenser, de les fixer, de les comprimer selon des méthodes de lui seul connues, d'en obtenir, grâce à un procédé surprenant et vertigineux, la synthèse chimique, pour que ces images, projetées à l'écran, apparaissent aussitôt en métaphores animées. M. Joël Joz appelle ces projections si particulières « voyage en kaléidoscope ». Transformées dans l'appareil même, au moyen de très mystérieux fluides, de sel et de métaux précieux, les visions se concentrent instantanément sous forme de pastilles platinées qui peuvent ensuite servir à un nombre illimité d'expériences. Ainsi, chacun de nous, selon ses tendances, découvrira le sens caché de toute chose. Et ce sens caché, relatif, nous sera restitué dans son sens absolu, par comparaison avec une autre manière de voir. En somme, fusion de l'individu et de la collectivité, dans une sorte de physico-chimie transcendantale et humoristique, l'harmonie naissant d'un échange de vues. Exemple, le savant réduira ce monde en hiéroglyphes, en équations, en figures de géométrie, et pourra confronter son idéal à celui de l'architecte, qui lui offrira un cosmorama de monuments divers. Les traductions kaléidoscopées du sculpteur, du tailleur, du boxeur, du chauffeur, de l'homme politique, etc., rappelleront les emblèmes et les préoccupations de leur état. Et le simple curieux trouvera partout la clé d'analogies frappantes ou piquantes. Suivant cette donnée fantastique, il est permis de supposer qu'un jour n'est pas loin où le spéculateur surveillera la hausse et la baisse, comme l'étiage de la Seine au pont de la Tournelle, tandis que le journaliste aura la joie de voir la Terre transformée en millefeuilles que le public dévore. Mais sans plus nous attarder à ces facéties, notons pour nos lecteurs que M. Joz, habile à faire mousser son extravagance, prétendait simplement régénérer notre planète. D'après lui, rien n'étant à sa vraie place ni dans sa forme réelle, chacun à l'heure qu'il est se trompe de très bonne foi dans tous les actes de la vie. Désormais, muni du mirobolant kaléidoscope, il suffira d'un prompt coup d'œil et d'une projection précipitée pour que la vérité fonde sur nous de toutes parts. Et aussitôt, bon jugement, compréhension mutuelle, équité, ordre social sur plan nouveau, partant bonheur unanime, s'épanouiront comme muguet des bois en mai, parfumant des félicités ineffables les esprits trop rassis, les âmes trop renfermées que nous sommes. Spécieuse outrecuidance, utopie subversive, d'où ne pouvait sortir que la confusion d'un illuminé privé de sens commun. Grâce à une réclame savamment conduite, M. Joël Joz se voyait sur le point de passer les marchés commerciaux les plus avantageux, avec les 5 parties du monde, et de signer des contrats enviables pour une série de conférences-projections en Amérique, en Australie et au Japon. Mais sans conteste, l'atout le plus considérable de M. Joz fut l'intérêt que ses travaux inspirèrent à notre comtesse Véra, à l'inégalable, comme on appelle souvent celle qui, non satisfaite du luxe et des loisirs que lui créait sa fortune, sa beauté, sa haute position sociale, a préféré, a su, comme Louis Fuller, Isadora Duncan, Ida Rubinstein, rénové par son génie, le grand art de la danse. La comtesse Véra attire généreusement dans l'orbe rayonnant de sa propre gloire les talents nouveaux, en quelques branches qu'ils se révèlent. D'un génie audacieux, vaste et varié jusqu'au miracle, elle embrasse avec ardeur les connaissances les plus diverses. Comme son esthétique, son entourage est sans banalité. Aussi, quand cette inspiratrice annonça qu'elle produirait chez elle pour la première fois le kaléidoscope et son auteur, quel courant de curiosité sympathique circula parmi l'élite de la société. Hier soir, dès 10 heures, une foule choisie se pressait dans les somptueux salons de l'avenue Montaigne. On reconnaissait
Son Excellence l'ambassadeur de Coromandel, duc et duchesse d'Aquitaine, prince et princesse Trocadéro, lady de Nant, vicomte de Bragelonne, comtesse Ravioli, monsieur Mollet de l'Institut, monsieur Blanquette de l'Institut, professeur et madame Guêtre, baron et baronne Suttenheimer, marquis et marquise de Gutta-Percha, monsieur et madame Verny-Martin, baron Van Peer, madame Grégoire Bombec, née Ficini, monsieur et madame Panonceau, etc., etc. Après une rapide présentation de l'appareil, à la fois enregistreur et projecteur, qui ressemble extérieurement à une forte jumelle marine, métallique, montée sur pied d'acier, monsieur Joël Joz, sans trop d'émotion apparente, invita son brillant public à faire choix d'un expérimentateur et d'un sujet. La comtesse Véra, au nom de ses invités, le prie d'opérer lui-même et de prendre pour thème l'assistance triée sur le volet des gloires et des grâces qui s'offrent à ses yeux. Ayant en peu de mots exprimé sa reconnaissance et son acquiescement, M. Joël Joz braque un regard dominateur sur la société qui suit avec intérêt chacun de ses mouvements. Jusque-là, rien que de normal et de parfaitement conforme au programme annoncé. Mais voici où la séance dévia pour devenir orageuse et déconcertante. Ayant quelques 5 minutes scruté l'illustre tableau vivant, M. Joz reporta son attention vers les lentilles jumelles du kaléidoscope qui, prêt à fonctionner, devait inscrire la transposition visuelle obtenue sur le champ. On fait l'obscurité. L'écran vide apparaît, isolé, lumineux, énigmatique. Quelques secondes d'attente. Seul résonne dans le silence le déclic régulier de l'appareil, plusieurs minutes. Silence prolongé, pénible. Rien que l'épi de rayons électriques illuminant l'écran blanc, serti de noir, triste comme une taie sur un œil mort. Soudain, une exclamation d'angoisse. « Qu'y a-t-il » questionne la comtesse Véra. Au même instant, une série de cris stridents, forcenés, partent de la place où se tient seul M. Joël Joz près du kaléidoscope. Et il réclame avec terreur. « La lumière, la lumière !» qui fut rendu aussitôt, spectacle saisissant. On vit alors le pseudo-inventeur, blême, bégayant, tremblant, implorant d'un regard halluciné l'assistance stupéfaite, et la comtesse Véra, qui demande aussitôt, avec une juste impatience, la cause de cet émoi excessif et le pourquoi du malencontre raté. À cette interrogation, l'égarement insensé de M. Joël Joz semble atteindre son paroxysme. De blême, il devient bleuâtre. Et tout à coup, levant les bras d'un geste quasi épileptique, il chancelle à demi, pousse une sorte de râle horrible et s'enfuit furieusement. On ne sait pas encore ce qu'il est devenu, ni ce qu'on doit penser de cette manifestation insolite. Très maîtresse de soi, la comtesse Véra, avec sa haute grâce, s'excusa d'un scandale qu'elle n'avait pu prévoir. Ses amis s'empressèrent de lui prodiguer les marques d'une sympathie fervente. Et l'éminent professeur Guêtre, que malgré leur tardive, nous avons eu la bonne chance de joindre avant de mettre sous presse, résuma d'un mot magistral et charmant son opinion autorisée. « Nous sommes toujours heureux d'assister à la faillite des sciences inexactes. Et il faut vous féliciter, belle comtesse, de nous en avoir cette fois fourni l'occasion. » Un buffet splendidement servi, le jazz band du casino Cosmopolite, quelques tours de tango, des tables de bridge, effacèrent au plus vite le souvenir à la fois burlesque et pénible du kaléidoscope chimère et de son inventeur déplorable. Et la très éblouissante maîtresse de maison fut acclamée longuement quand elle annonça, pour la semaine suivante, la reprise tant souhaitée de Théophano, cette merveilleuse scène byzantine qui naguère consacra la gloire de la comtesse Véra. Chapitre 2. Lettre de Joël Joz à la comtesse Véra. Samedi matin, 11 mai 1900 et quelques. Véra, Véra, répondez, ne m'abandonnez pas. Un mot, un signe, quelques secondes, je vous en conjure. Vous si génial, si haute, vous qu'un art souverain met à 100 000 lieues au-dessus du vulgaire. Dupe des apparences, non, laissez-moi vous dire, laissez-moi vous voir, au plus vite. Ah, Véra, votre silence, votre absence, mes lettres, combien de lettres, et quelles, sans réponse depuis cet horrible soir. Votre téléphone muet pour moi, je deviens fou. Mais quoi? Vous me croyez peut-être en démence? Comme les autres, vous croyez cela? Ce n'est pas possible. Il faut que je vous parle. Vous comprendrez tout de suite. Je mérite encore votre estime. Je n'accepte pas votre abandon. Véra, vous devez m'entendre. Je l'exige. Non, je vous en supplie. Sachez-le bien, ce qui s'est passé mardi soir est fantastique. Je vous l'affirme et vous le jure. Véra, l'écran n'était pas vide. Répondez enfin sans retard à votre esclave très misérable, Joël Joz. Du même à la même, samedi soir.
Je pensais que mon pneumatique ce matin vous dicterait enfin une réponse urgente et nécessaire. Je ne reçois rien. J'insiste pour vous voir au plus vite. Il le faut. Songez-y, Vera. Vous êtes responsable. Oui, en grande partie responsable. Ce qui m'affole, ce n'est pas ma défaite, mais votre éloignement. Il faut que je vous revoie, tout de suite. C'est grave, très très grave. Il y va de ma vie. Le remords pourrait vous saisir. Rappelez-vous, naguère, l'acharné, le chercheur hanté par la préscience divine. Vous ne doutiez point. Vous ne recherchiez pas la volupté de défigurer. L'instinct d'avilir ne vous possédait pas encore. Non, certes, vous ne riez pas de mes inspirations. Plutôt, vous avez mis en moi le reflet d'une révélation surnaturelle. Alors, vous ne passiez pas aveugle à côté des signes. Vraiment faut-il à cette heure que l'adoration du monde et sa vaine gloire vous tiennent dans une dépendance affreuse des plus vulgaires suffrages? Quelle pitié! Quand vous êtes entré dans ma vie, j'étais une espèce d'ermite, patient, plein de foi. D'abord j'ai cru, pauvre idiot, que mon idéal vous intéressait. Comme si rien pouvait vous intéresser hors vous-même. Comme si votre génie même était pour vous autre chose qu'un moyen de tyrannie. Insensiblement dominé, enivré, j'ai perdu conscience. J'ai perdu confiance dans l'au-delà d'où vient toute ma force. Quel sourire enchanteur et flétrissant n'aviez-vous pas pour le désintéressement de mes travaux? D'abondance et de toute mon âme je vous parlais. Analogie, correspondance, réversibilité. Vous, presque sans parole, répondiez, évoquiez, domination, plaisir. Et lâchement je vous donnerais raison. Je sentais trop que désormais, vous seul seriez le prix de mes peines, le prix indébattable, exigé avec une angoisse horrible, avec ce despotisme déchirant, capable d'immoler tout à l'assouvissance de son désir. Pour vous plaire, j'ai abdiqué la grandeur. J'ai taillé, rogné et réduit ma pensée aux proportions mesquines d'un monde fragmentaire et déchu, esclave du prestige frelaté, des viles valeurs marchandes, de toutes les compromissions. Pour vous conquérir, Vera, je troquais la ferveur contre le tapage. Mes longues recherches subtiles, je les aiguillais pratiquement. Au lieu des figures de l'absolu, trop sévères et trop simples à votre gré, je captais tous les fantômes de votre fantaisie. Et maintenant, à la suite d'un essai que vous avez voulu, que vous avez commandé, dans des conditions antipathiques pour moi, devant une assistance frivole, je me vois privé de votre présence, comme si vous suiviez l'opinion d'un public imbécile qui ne saura jamais ce que j'ai vu ce soir-là. Je le révélerai à vous seul. Hâtez-vous, le temps presse, je suis au désespoir, j'attends dévotieusement vos ordres adorés. J.J. Je vous fais porter cette lettre pour être assuré qu'elle vous parvienne sans retard. Du même à la même, dimanche matin 12 mai. Pas de réponse, créature exécrable, je vous hais, je vous abhorre, je vous connais enfin. Enfin, je vous vois tel que vous êtes, vil, maléfique, féroce, intraitable, insatiable, croutonnante d'or, purulente de pierreries, pestilentielle. Infâme, je me vengerai. Prenez garde, la vengeance d'un vaincu tel que moi peut être terrible. Et si je meurs bientôt, ce ne sera qu'après vous. J. Du même à la même, dimanche midi. Pardon, pitié, j'étais en délire. J'embrasse humblement la poussière de vos pas. Rien n'est de votre faute, c'est le destin. Mais comprenez-moi, vous me comprendrez, je vous assure. N'est-ce pas, vous m'entendrez tout de suite? Vous ne douterez plus de moi. 3 minutes seulement, 3 secondes. Je serai chez vous demain, 2 heures. Ne prenez pas la peine de répondre. Vous détestez écrire, et vous avez bien raison. Avec respect et adoration, vôtre, Joël Joz. À Monsieur Joël Joz, réponse urgente à la dernière lettre qu'il vient de faire porter. Avenue Montaigne, dimanche 12 mai, 1h. Monsieur, la comtesse Vera, très souffrante du choc nerveux que lui a causé le scandale de mardi dernier, ne pourra, de longtemps, recevoir aucune visite. Et elle compte sur votre courtoisie pour lui épargner toute fatigue inutile, la lecture même d'une lettre lui étant actuellement interdite par la faculté. Agréez, monsieur, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Pour la comtesse Vera, son secrétaire, X. Extrait des journaux, lundi matin 13 mai 1900 et quelques. Sur son théâtre privé, en sa magnifique demeure, l'inégalable comtesse Vera donnait hier soir, pour quelques intimes, une avant-première de Théophano, monologue mimé, scène byzantine, qui sera repris cette semaine au Théâtre des Muses. Notre génial artiste, plus prestigieux que jamais, etc., etc. Chapitre 3. Tout comme les globules blancs et les globules rouges circulent dans nos vaisseaux sanguins, les artères des grandes villes charrient incessamment, et sans doute pour des fins très mystérieuses, qui ne nous seront pas révélées dans ce plan terrestre, leurs leucocytes et leurs hématies,
passant grouillant, vorace, éthique et pléthorique, fou, flou, fugace, pareil et particulier. Monde en miniature, luttant les uns contre les autres. Luttant, bataillant contre éléments, misère, tort, tard, traverse, le trop et le pas assez. Animalcule infini à l'infini, groupes, espaces, dispersés. Groupés, espacés, dispersés. Renouvelés. Et qu'ils le veuillent ou non, agités jusqu'à la mort. Les globules rouges, non sans ostentation, pullulent. Le bel écarlate, le bel éclat réaliste. Tout appartient au rouge, ou tout doit leur appartenir. Toute la terre, surface et profondeur, est préparée pour eux. Dans les boutiques, clients, commerçants, commis et ceux de la caisse, vermeils à souhait, échangent des vœux pour les prospérités d'usage. Se congratulent parce qu'ils s'estiment. Gens comme il faut, qui savent sur la pointe des phalanges leur code pratique. Demandez notre catalogue, toutes les nouveautés de la saison, prix marqués en chiffres connus. Et leur régime, racines bouillies d'espérance, eau filtrée des résignations, à d'autres, eux des nourritures solides, abondantes, et la force grande, brutale, belle, un peu bête, plus mesurée, plus calculée, plus clandestin, les globules blancs, tantôt pleins de prudence, tantôt pleins de zèle, pâtissent, volontairement ou non, réfléchissent, approfondissent. Ils portent secours de ci de là, ils opèrent tel et tel sauvetage, très bien, il y en a de tout premier ordre, il y en a aussi qui vous étouffent sous l'ouate piquée de leurs complications floches, qui élisent domicile dans une morgue ravalée, agrémentée d'un jour de souffrance, qui font grincer les poulies de leurs principes, qui vous suspendent, vaille que vaille, au palan de leur supériorité, qui vous haranguent dans cette posture inconfortable, et tant de choses charmantes par leurs soins camouflés en chevaux de frise. Quand même les rouges abusent, leur égoïsme exagéré se dilate, énorme, comme l'estomac gourmand qui détraque tout un corps. Un soir le corps familial, le corps social périclite. Voilà tout sans dessus-dessous. Les troubles, l'embarras, la bile. Récrimination, imprécation, détestation. On va s'entregriffer les yeux. Résultat, de mal en pis. Nous sommes perdus, quelle catastrophe. Je l'avais prédit. Pourtant tout s'arrange. J'avais bien dit que tout s'arrangerait enfin. Il s'est donc passé quelque chose, hier? C'est loin. Quelle sauvagerie dans ce temps-là. Et puis, des passants circulent, par les rues, les avenues, les boulevards. Les belles devantures. Rien que dans cette rue élégante, vous avez, à droite et à gauche. Poème à la rue suprême. Salon de thé. Les bijoutiers, flaques de diamants et fils de perles, saphirs, platine. Et le bottier, tous ces apprêts pourtant de pieds, pourtant ne pas croyant savoir où ils nous portent. Tant de formes suivent les modes. La pharmacie, anglaise soit dit en passant, parfumerie, fleuriste, modiste et autres, artistes pure parisienne et d'enivrante, maroquinerie de luxe et de voyage, et tout, sur ces plaques, pourquoi donc, rue de la paix, de haute lutte, rue du plaisir, rue du désir, en vérité. Il faut passer trop vite. Nous commencions à peine à voir. Ce soir, nous ne verrons pas tout. Ces cloisons de cristal d'une seule coulée posent leur épée limpide émail sur 100 000 merveilles. Électricité, à torrent, c'est beau. Et nous passons, dans une assourdissante symphonie de transport, public et privé. Sur fond bleu-noir, brumé d'argent, reglacé d'or, entre les hauts murs mat et translucides, murs bien d'aplomb et bien percés, à chaque fenêtre, 100 ampoules électriques, chacune de 100 bougies. Il faut passer, le froid des rues. N'est bon que, par contraste, avec l'ardeur intime, le froid des rues ne vous vaut rien, si vous ne pouvez pas entrer dans les maisons, les magasins, si vous ne pouvez pas, avec l'argent, donnez-nous ce levier, nous soulèverons le monde. Avec quelle forte pince d'argent, sans y penser, cueillir ceci, cela dans les vitrines. Ainsi j'ai vu le froid, les rues, et les maisons et les passants. Ceux qui n'ont pas de chance, miséreux. Tous ne portent pas la livrée de haillons, mais le cœur mort, le visage ravagé du haut mal moral, viennent là parce qu'ils sentent confusément qu'il leur faut, comme aux piles polarisées, des éléments nouveaux. Ils rôdent autour des zones de lumière. Peut-être trouverons-nous le fluide bénéfique, la force heureuse, le filon. C'est pourquoi se mêlent aux chercheurs de joie des rescapés dont ne sait quelle catastrophe. Joël Josse, inventeur, passe de préférence dans les rues où passe la comtesse Véra. C'est ainsi qu'il peut la voir, de loin en loin. Elle descend de son auto. Quel juste luxe, perfection du rythme, élégance supérieure.
Est-ce que quelque cocaïne qui lui donne cet éclat froid, cet élancé, ce mince, ce désincarné implacable? Plutôt, n'est-ce pas, son impériale égolatrie? Comtesse Vera, vous ne dispenserez pas une parcelle de sourire à qui vous est inutile. Vous répudiez tout ce qui vous gêne. Et ce qui vous augmente, vous le gardez jalousement, jupitérienne. Voilà votre secret superlatif. Pas un regard à la racaille, rien à ce qui ne réussit pas. Je ne veux pas savoir que ces gens existent. Cher triomphal, quand il a perdu de vue certaines silhouettes, ou s'il ne l'a pas vu du tout, Joël Joz erre longuement. Il a si peur de sa solitude hermétique, solitude chez soi, silence souvenir, mur se rapproche, plafond pèse. Quel craquement! Solitude, silence, souvenir sournois. Évitons à n'importe quel prix cette oppression morbide, ce tourbillon lacrymogène, ces noires colonnes de gaz asphyxiants. On ne sait pas, quand l'âme est calme, quand l'œil évasif du bonheur qui ne regarde que lui-même enregistre simplement la forme habituelle des choses, la forme convenue. On ne sait pas comment l'ombre familière d'une chambre, ô ma chambre, quel sera votre aspect quand je me réveillerai en esprit, peut soudain devenir hagarde et maligne. Les enfants, et ceux-là qu'on appelle insensés, et qu'on enferme parce qu'ils échappent, parce qu'ils vont un peu trop loin pour tout ce monde, assistent, eux, à des métamorphoses dont ils sont terrifiés. Ils se blottissent sous leur couverture, ils se cachent les yeux. Quelquefois, ils ne peuvent plus retenir un cri perçant. Alors si on les dorlote, les enfants, une grande personne au regard opaque vient près d'eux. Vient avec ce verre d'eau sucrée, avec cette eau des fleurs d'oranger, avec cette main ferme, douce et sûre, qui rassure, qui reborde, se pose sur le front ardent, aide à dormir. Que peut voir une grande personne au regard opaque? Rien, heureusement pour elle, qu'elle se félicite et ne se surestime pas. Moi, Joël Joz, je sais, au petit matin, surprise fantôme tapis servile, minuit, connu esprit cruel cette serrure, une autre fois, fuit devant rideau, dangereux, oh par instant, autour de soi, si près de soi, tout, oh ces êtres déjetés, ratatinés et sourds-muets, repliés, atrophiés, reflétés et multipliés, dans un miroir, dans une luisante lame de parquet, un coin de vitre, j'ai peur. Forme souffrante, vous m'embrassez horriblement, ou bien vous retombez autour de moi, molle et gluante. Je ne veux pas de cette peur. On finirait par me croire fou. Les gens sont méchants, et qu'est-ce qu'on me ferait? J'essaierai d'abolir les influences néfastes. Le malheur m'a rendu superstitieux. Superstitieux? Je sais, je vois. Partout, ces forces affreuses, elles m'environnent, m'encerclent, m'en serrent. Elles vont me saisir. Ah, si je ne lève pas tout de suite mon quatrième doigt, ainsi, si je n'articule pas, à cette seconde, ce mot magique de cette façon, si, vite, je ne détourne pas comme cela, en faisant ce signe, la pointe de cette épingle, de ce stylo, j'ai peur, visage, allez-vous-en. Non, ma fuite sera plus sûre. Je fuirai sur tous ces monstres. Et cette voix stridente à mon oreille, elle crie sans cesse. L'écran, pas vide. Pourquoi si fort? Taisez-vous donc, cela fait peur. Je l'ai bien entendu, tout de suite. Ou est-ce que je parlais seul? Très haut, très haut. Dans cette peur, je fuirais. Il sort, d'abord l'air froid agit comme une compresse sédative, et vif, le mouvement secoura les scories du cerveau. Il va, 40 secondes, parfois, dans un café, sans respirer, sans regarder, vite un breuvage, et il repart. Quel spasme, quel effrayant soupir! Et là, gare! Crétin, il a failli se faire écraser. Si pâle, ce passant. Et cet œil chaviré, quoi maintenant? Bras levés, convulsés. Des mots d'abord balbutiés, puis éclatant sous la poussée de la pensée, trop véhémente, comme un caillot de sang craché. Ces mots criaient d'une voix stridente. L'écran, pas vide! Tout le boulevard Bonne Nouvelle ameuté par un dingo. Vous auriez cru entendre le clairon du jugement dernier. Dites un peu plus tard, tel témoin empressé de ce fait divers. Il se passe quelque chose? Joël Joz vient de s'en aviser, c'est lui qu'on regarde. Il se ressaisit, plein de défiance, de confusion, il disparaît, hâtif, craintif, c'est un dingo. Chapitre 4. Faits divers du boulevard Bonne Nouvelle. Suite. Cet après-midi près du Luxembourg, le cri « Écran pas vide » résonne autrement, atrocement. Sans le savoir, Joël Joz, vociférateur, est en train de devenir une sorte de silhouette parisienne.
Cette fois, il gesticule et pleure. C'est pitié, attroupement. Une femme s'approche, jeune, svelte, haute allure délibérée, harmonieuse, manière d'être incomparablement née, visage masqué, curieusement à l'oriental, d'une gaze noire, laissant paraître, seuls, les yeux, sublimes, singulier attrait de ce voile et de ses yeux. Elle est drapée comme gainée dans une cape de sobre soie, bordée, large, de fourrure à reflets argent. Quelques passants l'ont reconnue et la saluent, Madame Grasse, ce prénom, sans plus. D'aucuns entre eux murmurent un nom immémorial, nom de son père, si prodigieux qu'à peine on ose le prononcer. Grasse, ses bienfaits sont grands, même ceux qui la connaissent, seulement des réputations. Original, ils disent « sont pleins d'émoi en sa présence s'ils viennent à la rencontrer. Elle vit seule, un cercle intime, sans distinction d'âge ou de rang, gens supérieurs. Elle se connaît en supériorité, dit-on. Pourtant ses préférés sont simples. En fait de choix, intuition. Elle dit comme certains poètes, le succès ne prouve rien, même contre. Ainsi richesse, vous prendriez beaucoup de ces millionnaires amis pour miteux, et des arbitres d'élégance qu'elle refuse de recevoir, parce qu'ils sont en guenilles pouilleuses, dit-elle. Et puis ces dons, faste, fantaisie, bijoux sans prix et des babioles, distribués dans un désordre ostensible, qui cachent une sagesse suprême, faveurs légères qui font des bonheurs infinis, lourds diamants noirs, pesant d'abord à qui les porte, et qui plus tard les comble d'aise. Étrange grâce, avec ses grands airs désinvoltes, ses préférences, son prime-saut, qui sait, une mystificatrice? Il faudrait voir. Voyez, sceptique. Joël Josse revient à lui. Quelle influence heureuse, quel fluide émane de grâce. Cela, personne ne le conteste. Les sceptiques même l'accordent avec leur sourire en biseau. Elle rayonne, toute puissance sur le cœur. Où on la fuit, alors sans savoir pourquoi, même parmi les félicités, on est souvent neurasthénique. Où on la suit, et tout est joie, sécurité, sérénité, force ineffable. Vous souffrez, dit-elle. 2 pas plus loin, c'est un asile ouvert à qui le souhaite. Je vous conduis, venez. Cette intensité de grande ville est souvent excessive, éprouvante pour les nerfs. Elle l'accompagne. Il respire. Une palmeraie, en plein Paris. Qui s'en douterait? Délices, palmiers citronniers orangés, gazon velours émeraude, allées sablées de sable d'or, brillant oiseaux des îles. Et dans des bosquets noirs cyprès, des rossignols, avec des champs rafraîchissants parmi d'exquises brises, Java, Gabès, jardin des Hespérides, n'ont rien d'aussi délicieux. Une lumière enchanteresse, pas artificielle mais surnaturelle, éclaire intensément et n'éblouit point. Une palmeraie, comme au désert, en plein Paris, et c'est le vestibule de grâce. Peu d'amis visitent la maison entière haute et vaste derrière sa façade ancienne. Il faut une permission spéciale, rarement accordée. On raconte qu'après l'oasis où nous venons d'entrer, il y a, passé verrière cobalt après les palmes, un escalier de pur cristal, poli, glissant. Il mène à une rotonde très magnifique, parois et pavements de lazulite, dont la coupole est taillée dans un seul saphir. Là, 3 rideaux superposés, hauts, traînant sur les dalles. Rideaux de bure, rideaux d'argent, de toile d'argent, rideaux d'orphin, long fil d'orphin, et la salle du trésor. Dans des buissons suaves, d'immarcessibles roses humides de rosée. Quels diamants et quelles perles! Des fervents ont gravi les degrés de cristal, des invités de bon lignage ont soulevé le rideau de bure, certains, de haut parage, ont entr'ouvert rideau d'argent. Rideau d'or est très secret, et dans la salle du trésor, seuls ont pénétré des simples. À ceux-là, grâce par le visage découvert. Devant les autres, quoi qu'ils implorent, toujours son voile mystérieux. Pour gagner le trésor, les simples sont dispensés de poser leurs pieds sur les marches. Une aspiration qui les élève, les transporte soudainement dans la salle sublime. Grâce leur fait part de ses arcanes et leur révèle le nom de son père. Quand les simples ressortent de cet entretien miraculeux, ils sont tellement resplendissants qu'on a peine à les reconnaître. Leur plus ancienne relation en demeure stupide. Eux, désormais intelligents, sentent que plus rien ne leur est impossible, parce que rien plus ne leur est caché à cause de cette grande lumière sur leur visage. Voilà, entre autres choses merveilleuses, ce que les mieux renseignés racontent de cette maison de grâce. Et s'il m'est permis de placer un mot, je dirais qu'à mon opinion, ces bons imagiers-là, avec leurs beaux vélins blancs bien nets, leurs belles enluminures brillantes, tout or pur, outre-mer et incarnate,
leur belle calligraphie perlée, leur belle capitale bien ornée et fleuronnée, sont autrement plus dignes de foi et plus sympathiques que ces affreux nabots, mangeurs et vendeurs de noir animal, ces vilains crasseux chasseurs ramasseurs de mégots éteints, qui ricanent de leurs dents jaunes en découvrant des gencives enflammées, et prétendent nier l'existence même de Madame Grasse, sous prétexte qu'ils ne l'ont jamais aperçue, eux. Pardi, quand on a toujours le nez dans la crotte. Dans l'oasis depuis 1 heure, Joël Josse se sent tout à fait bien, tout à fait lui-même, comme il y a 6 mois, comme il y a 2 ans, avant d'avoir rencontré Vera. Quoi? Tant de soucis, tant de cauchemars, pour une personne si peu intéressante? Aberration. Au centre de la Palmeraie, une source jaillissante dans une vasque de marbre blanc. Intimes de toute marque puisent l'eau, la boivent dans de belles petites coupes. Comme on fait aux stations thermales renommées. Grasse circule parmi eux, tunique de gaze peinte, souple et splendide, toujours son voile. Sur la margelle de la vasque, on lit gravé en lettres profondes « La salutaire ». La salutaire, Joël Josse se souvient. Dans son enfance, il entendait parler de cette source quasi miraculeuse. Elle guérissait, prétendait-on, les maux de nerfs et les maux d'yeux. Remède trop simple, un nom banal. La chimie a changé cela. Mais à ce qu'il paraît, des gens existent qui se soignent par le salutaire, comme sans doute se perpétuent vaguement quelques adeptes de la méthode Raspail qui rétablissait toutes les santé sous Louis-Philippe. D'ailleurs, quand tout passe et repasse, pourquoi s'étonner? Si on prend le pli de songer au mystère des choses, si tant soit peu on s'habitue à ausculter l'occulte, on se rend très bien compte que tout se transforme, agit, s'influence réciproquement selon l'ambiance qui, elle, se modifie à chaque instant. Autour de nous, pour le grand corps dont nous devons faire partie, comme nos molécules et microbes font partie de nous-mêmes, il est un temps cosmique, avec ses ans, mois, jours, heures, etc. Un jour du corps géant, pour nous infime, fait plus d'1 siècle. Une de ces heures compte 5 de nos années. Ainsi du reste, logiquement. Alors, autour de nous, à notre insu, selon des périodes qui échappent à des perceptions immédiates, c'est dans l'ambiance totale, une saison ou une autre, un tel moment du jour, du soir. Et comme au cœur de l'hiver, il est mal à propos de sortir en costume de toile, pas plus qu'on ne chausse, ordinairement, des snow boots en plein juillet. L'efficacité ou le discrédit, en somme, la nécessité de telle ou telle méthode humaine, tient juste à l'heure et à l'air du temps. Il y a, dit le livre unique, un temps de naître et un temps de mourir, un temps de planter et un temps d'arracher, un temps d'abattre et un temps de bâtir, un temps de pleurer et un temps de rire, un temps de chercher et un temps de perdre, un temps de garder et un temps de jeter, un temps de déchirer et un temps de coudre, un temps de se taire et un temps de parler, un temps d'aimer et un temps d'haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Maintenant, Joël Josse passe le plus clair de son existence à la Palmeraie. Le plus clair, oui. Ah, quel bonheur de savoir qu'on aura sûrement tout à soi ce soir, telle heure dorée. De savoir que sûrement on est attendu à heure fixe, là où on se plaît le mieux. Lorsqu'on possède pareille certitude, la journée trop souvent sans fantaisie. Lourdaude qui va où on l'amène, encombrée comme le métro. Comme lui, indifférente à la couleur du ciel. Si, en place de cette vilaine vrille oxydée, qu'est-ce que j'inventerais ce soir pour me distraire? Vous lui offrez ce point de repère en fin or. Ce soir je serai bien, selon mon cœur. Cette journée toute fraîche et franche, nous en fûmes témoins parfois, glisse à miracle sur rail poli jusqu'à sa lumineuse tête de ligne. Imagination, certes. La vie, cette succession d'images, et notre cœur agité. Joël Josse boit une coupe d'eau glacée. Eau délicieuse. Vous valez bien Amontillado de la grande année. Oyster cocktail. Martini cocktail très sec. Concert suivant la saison au 5 à 8 de la Comtesse Vera.